Bienvenue, il est 20h, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné a rencontré aujourd'hui deux personnalités. En premier, le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique et ensuite l'ambassadeur de l'Allemagne en fin de mission en terre ivoirienne. Le projet de loi de révision constitutionnelle vient d'être adopté par le Parlement ce mardi 25 juillet avec les députés et sénateurs réunis en congrès. 301 voix pour son adoption, 35 voix contre et 4 abstentions. Le CHU de Cocody ouvre son nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique, également son institut de médecine nucléaire. 30 milliards de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire et l'agence japonaise de coopération pour réaliser cette infrastructure à la pointe de la technologie. Et concernant le dossier malien, Washington sanctionne 3 autorités de Bamako pour avoir facilité l'implantation de Wagner au Mali via un accord de coopération. Bonsoir à tous. Le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, l'ambassadeur de l'Allemagne en fin de mission en Côte d'Ivoire, deux personnalités reçues aujourd'hui par le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné. Le point des échanges nous est proposé par Jérôme Kofi Avolin. Elles sont respectivement militaires et ambassadeurs. Les deux personnalités dont il est question se succèdent ce mardi au palais présidentiel en vue des échanges avec le vice-président de la République. Au cours de l'entretien entre le général Michael Langley du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique et le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné, l'accent est mis sur le partenariat militaire que développent les deux pays. Toutes nos discussions ce matin, c'était d'améliorer et approfondir le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous avons des valeurs en commun, surtout en particulier la démocratie, des valeurs en commun en fonction de la stabilisation et des objectifs d'achever de la sécurité dans la région, surtout dans le Golfe de Guinée. Et on partage pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour pouvoir maintenir cette paix dans la région. Il est là pour apprendre le succès de la Côte d'Ivoire et on va approfondir notre relation et capacités en avançant ensemble. Quant à l'ambassadeur, qui est celui de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, il vient informer le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Et à cette occasion, il ne s'empêche pas d'évoquer les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au temps de Covid et je suis heureux qu'aujourd'hui, on est retourné à une normalité et ça veut dire à des relations entre nos deux pays qui sont amicales et politiquement on partage les mêmes principes comme le multilatéralisme, comme on voit avec la position claire de nos pays concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est une grosse violation de la Charte des Nations Unies et on est pour les Nations Unies, mais on a aussi parlé des bonnes relations dans d'autres domaines comme la coopération qui existe depuis longtemps. Mais je suis sûr, avec mon successeur, on va encore renforcer dans les années à venir. C'est précisément en 2020 que le diplomate allemand arrive en Côte d'Ivoire pour entamer sa mission qui est présentement à son terme. Le projet de loi de révision constitutionnelle vient d'être adopté par le Parlement ce mardi. Les députés et sénateurs réunis en congrès ont délibéré sur le texte qui avait été examiné en commission et en plénière par les deux chambres. Le vote s'est tenu avec la présence de 340 parlementaires avec 301 voix pour. Moussa Konaté, Barnabé Konan et Adama Sangari. Nombre de votants, 340. Suffrage exprimé, 340. Vote pour l'adoption de ce texte, 301. Vote contre l'adoption de ce texte, 35. Abstention, 4. C'est fait.
Le projet de loi portant révision de la Constitution est définitivement adopté. Le Parlement s'est réuni ce jour pour une séance de délibération sur le texte. Avant le scrutin, les groupes parlementaires ont donné des consignes de vote. Les travaux en commission ont certes donné lieu par moments à des débats houleux. Malgré les passions qu'ils ont pu susciter, les groupes parlementaires RHDP tiennent à saluer l'ensemble des parlementaires pour la qualité des débats et le souci constant de recherche du consensus. Les innovations qu'apporte cette réforme constitutionnelle permettront, à n'en point douter, de contribuer à la modernisation et à la stabilisation de nos institutions, au renforcement de notre démocratie et à l'amélioration de la gouvernance des affaires publiques. Les groupes parlementaires RHDP invitent à voter massivement pour le projet de loi de révision constitutionnelle. Les députés élus en mars 2021 ont demandé que soit pris en compte l'écourtement de leur mandat. En réponse à cette préoccupation, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à ce que des dispositions particulières soient prises en liaison avec le président de la République. Deuxièmement, pour le droit d'amendement conféré au président de la République, la modification de la Constitution impacte nécessairement le règlement des deux chambres qui doit être en adéquation avec la loi fondamentale. C'est pourquoi il a été convenu qu'un comité technique sera institué en vue de modifier conséquemment les règlements des deux chambres pour encadrer le droit d'amendement du président de la République. Les parlementaires PDC et RDA de l'Assemblée nationale et du Sénat se réservent la mise en œuvre des points de discussion validés de commun accord avec le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, appellent à un vote favorable du projet de loi de révision constitutionnelle soumis au Congrès. Si le PDCI, RDA et le RHDP ont appelé à un vote favorable, le PPACI, lui, a maintenu sa position affichée au cours des travaux en commission et en plénière. Le groupe parlementaire PPACI, non convaincu de la pertinence des arguments du commissaire du gouvernement, avait marqué son opposition à l'adoption de la modification du projet de loi proposée par le président de la République. Cette position a été réaffirmée le jeudi 20 juillet à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Cette position n'a pas varié en dépit de la rencontre de haut niveau convoquée hier par le président de l'Assemblée nationale et qui a réuni les présidents des groupes parlementaires. En raison de ce qui précède et en l'absence d'éléments nouveaux, le groupe parlementaire PPACI votera contre le projet de modification de notre loi fondamentale. Cette consigne du PPACI n'a pas eu d'écho favorable auprès de la majorité des parlementaires. À l'issue du vote, 88,53% des 340 députés et sénateurs présents à cette séance ont donné leur accord pour l'adoption définitive du projet de loi de révision de la Constitution. Les députés et sénateurs qui ont procédé au vote se sont aussi prononcés au micro de nos reporters Chantal Akandan et Barnabé Conan. Après avoir adopté en commission et en plénière les tests sur les modifications constitutionnelles par les deux chambres du Parlement, les députés et les sénateurs se sont réunis ce 25 juillet pour délibérer sur les tests de loi. Dans la mesure où ce sont des réformes qui vont dans le sens de l'amélioration du fonctionnement à la fois du Parlement et du gouvernement, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, parce que cela va dans le sens de la modernisation de nos institutions. Il est judicieux que les parlementaires alignent leur calendrier de travaux sur ceux des membres du gouvernement. C'est plus pratique, c'est plus efficient et je crois que la majorité, sinon tout le monde devrait voter pour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et cette démocratie ne peut pas mourir. Elle ira de l'avant. Au niveau de notre Parlement, tout le monde s'exprime librement et c'est ce que nous attendons pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire unie et réconciliée avec elle-même. Ce projet de révision constitutionnelle porte sur la modification des articles 90, 94 et 107, ainsi que l'abrogation des chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16. Sur cette réforme, nous n'avons aucun problème. Sauf que la date
la date de fin de mandat n'a pas été clairement indiquée dans le texte. Nous avons demandé des explications au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui n'a pas su nous les donner et qui ne nous a donc pas rassurés. Et nous avons donc décidé de voter non, parce que nous ne savons pas quel est l'objectif véritablement qui est poursuivi par l'exécutif. Je pense que c'est une lucane qui a été donnée et nous avons accepté. Nous avons donné notre accord pour que le chef de l'État à tout moment puisse faire un amendement. Il reste de toutes les façons que si nous ne sommes pas d'accord au niveau du Parlement, c'est nous qui allons voter. C'est nous qui donnons notre accord. Tant qu'on n'a pas donné notre accord, ça ne passe pas. Donc il est clair que nous avons donné notre accord pour que cet amendement-là puisse être clair. Adoptés définitivement par le Parlement, les tests seront soumis au Conseil constitutionnel avant d'être promulgués par le président de la République et publiés dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Nous quittons le Parlement pour le CHU de Cocody où il y avait du beau monde ce matin. La raison, l'ouverture officielle par le Premier ministre du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique et de l'Institut de médecine nucléaire. Un investissement de 30 milliards de francs CFA fait par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération. Alexis Ouedraogo nous fait visiter cette infrastructure à la pointe de la technologie. C'est un écrin de technologie niché au cœur du CHU de Cocody. Le nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique va améliorer la prise en charge sanitaire du couple mère-enfant. Avant, on ne faisait pas 100 lits de nouveau-nés pour tous les 4 CHU d'Abidjan, alors que nous sommes centre hospitalier universitaire. Nous recevons les bébés qui sont en souffrance et on n'avait même pas d'unité de réanimation néonatale. Et voyez là, on a presque 20 couveuses et chaque couveuse est autonome avec des moniteurs. Donc nos prématurés, nos grands prématurés seront pris en charge. Avec ses 180 lits, son matériel à la pointe de la technologie, l'infrastructure sur 4 étages dont les travaux ont tenu sur 21 mois pour une enveloppe de 17 milliards de francs CFA s'aligne sur les normes internationales. Ce pôle, bâti sur 4 niveaux, ce joyau est constitué de spécialités de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, ainsi que des services annexes tels qu'un bloc de 5 salles opératoires, les urgences, la réanimation, les soins intensifs. Et aux côtés de la Côte d'Ivoire pour ces travaux, la République du Japon. En 1996 déjà, le pays avait accompagné la construction du service des urgences et la rénovation du bâtiment principal. Je souhaite sincèrement que les belles réalisations que nous avons sous nos yeux puissent servir plus longtemps possible, efficacement, à la santé des mères et enfants du Grand Abidjan. Autre structure sanitaire inaugurée ce mardi, l'Institut de médecine nucléaire. Son plateau technique va renforcer l'offre des soins dans le pays. La médecine nucléaire, c'est vraiment ce qui manquait à la médecine en Côte d'Ivoire. On est capable de détecter une petite substance et diagnostiquer un cancer au début où il est curable. La médecine nucléaire permet de détecter des tumeurs qu'aucun autre appareil de l'imagerie ne peut faire. C'est de l'imagerie fonctionnelle. C'est un plateau technique qui est amélioré. Il reste maintenant à créer la demande. La demande, c'est parler à la population pour qu'elle vienne se soigner. Et aussi susciter à ce que l'environnement, à savoir les pays voisins, puissent utiliser ce pôle sanitaire qui est de grande facture. Pour le chef du gouvernement, au-delà des architectures et de l'équipement, le service du personnel de santé sera la force de ces bâtisses. Quelle que soit la qualité de ces bâtiments, quelle que soit la qualité de ce plateau technique, à la fin de la journée, c'est l'homme qui soigne l'homme, c'est l'homme qui guérit l'homme. La qualité des services, la qualité de l'accueil, l'attention aux soins des patients est quelque chose de fondamental. Notons que 6 ambulances médicalisées ont été remises en vue de renforcer la prise en charge des personnes nécessitant des interventions d'urgence. Et après l'ouverture de cette infrastructure sanitaire, le Premier ministre Patrick Kachi a posé la première pierre pour la réalisation du marché de demi-gros de la commune de Yopougon. Alexis Ouedraogo. Un marché de demi-gros et de détail pour la commune de Yopougon.
L'infrastructure dont les travaux sont estimés à 24 milliards de francs CFA sera dotée de 15 quais de déchargement et pourra accueillir près de 3000 commerçants dans un cadre moderne. Le président de la République nous offre gracieusement ce grand marché qui, à n'en point douter, participera incontestablement à la création de richesses et d'emplois, signe d'une action forte en faveur des populations. Prévu pour être livré au deuxième semestre 2024, le projet qu'accompagne l'Agence française de développement veut accroître la zone marchande de la commune. Le marché qui portera le nom de la première dame Dominique Ouattara va surtout améliorer l'activité du commerce. Dans cet ouvrage, il est prévu la construction d'un pavillon pour l'alphabétisation des femmes, pour que nos femmes puissent faire le commerce comme des vrais opérateurs économiques, savoir le poids de ce qui est vendu et également avoir des discussions sereines avec les clients. Pour Patrick Hachi, Premier ministre, la construction de ce marché, comme bien d'autres sur toute l'étendue du territoire, reste le fruit de la vision du chef de l'État pour améliorer les conditions de travail des femmes. Le commerce, la distribution, ce sont les femmes, beaucoup plus que les hommes. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a estimé qu'il fallait créer les conditions pour que vous puissiez faire votre commerce tranquillement. Parce qu'un marché de demi-gros et de détail de 20 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit marché, c'est un grand marché. Nous allons construire 155 marchés de proximité dans tout le pays, aux 4 coins du territoire. Patrick Hachi s'est voulu pour finir ferme quant au respect des délais de livraison de l'ouvrage. Il n'y a pas que dans le district d'Abidjan que les projets de développement se réalisent. Dans la région du Poro, précisément en Bengué, les travaux d'une centaine de forages ont démarré. Le coût, un peu plus de 700 millions de francs CFA. Le bitumage de l'axe Korogo-Mbengue, long de 75 km, est aussi en perspective. Amy Sissoko. C'est la mosquée Bilal de Mbengue qui a été choisie par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, pour donner le coup d'envoi de l'opération FGS sans forage dans le Poro, au grand bonheur des populations. Cette action vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable dans toute la région, surtout en milieu rural. J'exprime ma gratitude au président de la République, au ministre directeur des cabinets. Avec ce forage ici, cela va sûrement réduire nos difficultés en matière d'eau. Pendant la saison sèche, on a vraiment pénurie d'eau. Et ce forage, vraiment, nous ne pouvons que remercier notre député maire et le ministre, ainsi le président de la République. Sur les 100 forages annoncés, 15 sont octroyés à chacun de 3 départements, de Mbengue, d'Ikodougou et Sinématiali. Les 55 autres restants seront réalisés dans le département de Korogo. C'est le don du ministre Fidel Sarasoro à la population du Poro, un projet qui s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Bien avant le coup d'envoi de ce projet, le ministre Fidel Sarasoro avait rencontré les populations de Mbengue pour parler du développement de leur localité, surtout du bitumage de l'axe Korogo-Mbengue long de 75 km. Comme ils nous ont promis que la ville aura 5 km à bitumer, nous avons demandé que ces travaux-là commencent dans l'immédiat. Si ces travaux-là commencent dans l'immédiat, ça nous ferait plaisir et ça va rassurer tout le monde. Nous avons d'abord remercié le président de la République pour tous les actes de développement. Par la suite, nous avons fait des doléances au ministre et rassuré que les élections se passeront vraiment dans la paix et que nous allons assurer le maximum pour qu'il puisse avoir les 100% de voix. Candidat du RHDP pour le conseil régional du Poro, le ministre Fidel Sarasoro a invité la population à faire confiance au président Alassane Ouattara quant au développement de leur région. À ses côtés, le député maire Ali Kader Koulibaly. Les populations ont exprimé leur satisfaction par rapport à la grande nouvelle portée à leur intention du fait que la route Korogo-Mbengue a commencé avec l'entreprise qui est chargée de cette réalisation-là. Elles ont exprimé le souhait que les travaux s'accélèrent et exprimant encore une fois leur grand remerciement au président de la République. Le ministre Fidel Sarasoro a promis de transmettre les autres doléances au chef de l'État Alassane Ouattara.
Entre autres, la construction d'un lycée professionnel, le bitumage de l'axe Mbengue-Tengrela, la construction d'une usine de transformation de noix de cajou. Voilà un mois que la pêche maritime a été interdite en Côte d'Ivoire sur la période allant du 1er au 31 juillet pour la pêche artisanale et du 1er juillet au 31 août pour la pêche industrielle. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelles en sont les raisons? Les acteurs de la pêche s'y conforment-ils? Et de quels moyens le pays est-il doté pour une surveillance efficace de nos côtes? Le dossier EcoPlus de ce mardi soir se propose de répondre à toutes ces questions. Il est signé Victorine Yaoyoboué. Le port de San Pedro fermé, après plusieurs jours d'observation de jour comme de nuit, pour voir des contrevenants à la décision de fermeture de la pêche maritime par le gouvernement, tout laisse à croire que les différents acteurs de la pêche s'appliquent à la respecter. De Fresco à Grand Bérébi, c'est le calme aux lieux habituels de débarquement des produits de la mer. Si vous voyez derrière moi ici, là, c'est le port de pêche de San Pedro. Depuis que l'État a fait la fermeture des pêches, tous les bateaux agarrés, tout le monde a respecté. Habituellement, ces caisses-là, tout ça aide en pirogue et puis on pêche avec. Mais comme la pêche a arrêté, ça fait qu'on a garé ça pour attendre le jour que l'État va faire l'ouverture des pêches. Un peu plus au sud, précisément à Jacquesville, c'est le même constat. Des embarcations à l'arrêt alignées face à la mer, des réfrigérateurs usagés servant à la conservation du poisson couchés sur le côté. En plus de respecter la consigne, les pêcheurs artisanaux de Jacquesville ont compris la nécessité du repos biologique. Ce que nous a dit, il faudrait que nous tous nous respectons. Tout le monde a compris qu'arrivé à un certain moment, il faut laisser les poissons se reproduire. Donc ce mois que nous entendons, en tout cas c'est nous, personnellement, le mois là, ça nous intéresse. Ça va avec nous. Maintenant les bateaux ne circulent pas, nous aussi on ne pêche pas. Le poisson va descendre. Quand nous allons commencer, on va se rattraper. La reprise des activités est prévue pour le 1er août prochain. En attendant, l'on s'affaire à réparer les embarcations endommagées. Les filets sont apprêtés. Quant aux marailleuses, elles confectionnent de nouveaux fours pour le fumage du poisson. Ce poisson, on attend et puis on fume. Il a commandé les crobas, s'ils envoient là, ils mettent dessus, ils continuent encore. C'est pas ça la semaine, ils prennent pour fumer. Il faut beaucoup de fours encore pour fumer poisson. Bien que les pêcheurs saluent la fermeture momentanée de la pêche maritime, ils auraient souhaité quelques mesures d'accompagnement pour tenir le coup. Dans le 7e mois, que la pêche même il doit donner pour nourrir la population et puis à nous-mêmes les pêcheurs, pour nourrir à nos familles. C'est la même période que la pêche a arrêté. Donc vraiment, ça nous a puni fort. Notre souhaite que vraiment l'État n'a qu'à nous aider. Si je fais un exemple au Ghana a commencé, ça fait 3e année, mais chaque année qu'ils vont faire la fermeture, l'État aide les pêcheurs. La nourriture du jour, ce n'est pas facile. Nous avons des enfants, il faut les nourrir. Voilà, il faut les nourrir. Donc, si je dis ce jour-là, c'est par rapport à la nourriture du jour, on essaie de faire un peu. Outre la Côte d'Ivoire, l'interdiction de la pêche artisanale tout le mois de juillet et les mois de juillet et août pour la pêche industrielle concerne les 5 autres pays regroupés au sein du CPCO, dont le Ghana. Le CPCO, c'est le comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, qui regroupe les pays, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et donc, dans ce comité, il a été décidé d'harmoniser, la gestion des pêches en instaurant une période de fermeture. Cette mesure a été prise, mais c'est le Ghana seul qui la mettait en œuvre depuis 2016. Et cette année s'ajoute la Côte d'Ivoire. La mesure est nouvelle en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la mer. Mais toute mesure nouvelle appelle à des grancements dedans. Mais je crois qu'il faut voir l'objectif. Où allons-nous? Et pourquoi avons-nous pris cette mesure? Il y a des espèces qui ont commencé à disparaître dans la pêcherie. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont les aliments qui vont faire faillite. Et disons, toutes ces personnes qui travaillent dans cette filière
seront, exposés à des situations de chômage et de paupérisation. Les pays du CPCO ont décidé de mutualiser leurs efforts afin de lutter plus efficacement contre un problème commun, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour la flottille industrielle et semi-industrielle, nous avons un système de tracking, un système de suivi, comme le GPS dans nos téléphones, qui nous permet régulièrement d'avoir la position de ces navires. Par exemple, quand un navire franchit le canal, il y a une alerte. Une autre surveillance satellitaire avec constellations satellitaires qui nous permettent également de visualiser tout le long du littoral. Et les navires de la pêche fraîche qui ne sont pas autorisés à pêcher, si un navire s'hasarde à rentrer en action, nous allons l'appréhender et il tombera automatiquement sous le coup de l'article 105 de la loi. À la différence de la pêche maritime, il est bon de savoir que la pêche continentale, elle, est autorisée. Comme à l'accoutumée, pêcheurs et pêcheuses mènent tranquillement leurs activités sur les lagunes, les fleuves et les lacs pour ravitailler les différents marchés du pays. Les mareyeuses ne sont pas en reste et la police maritime, chargée de la surveillance des plans d'eau, veille au grain. Le dossier EcoPlus sur la filière pêche proposé par Victorine Yao Yoboué. Dans le domaine de la défense, l'armée ivoirienne vient d'honorer 545 militaires et 25 personnels issus de toutes les garnisons du pays. Une cérémonie qui a permis d'évoquer nos prochains défis sécuritaires, à savoir la célébration de la fête nationale, la sécurisation des prochaines élections locales et aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Place d'armes générale de corps d'armée, Ouattara Thomas Daquin, de l'état-major général. Des personnels militaires et civils des forces armées de Côte d'Ivoire sont décorés. Désormais, ils portent fièrement la médaille de l'Ordre national, les médailles de l'Ordre du mérite ivoirien et celles des forces armées. Double satisfaction pour les distingués. Pour nous, cette distinction est gratifiante à double titre. Elle est non seulement la récompense du travail bien accompli, source de satisfaction personnelle, mais en plus, elle est indéniablement un témoignage officiel de la reconnaissance de l'État à l'égard du mérite de ces militaires qui, chaque jour, se transcendent pour se maintenir à la hauteur des défis conjoncturels qui leur sont imposés. Pour la hiérarchie militaire, il s'agit de promouvoir les valeurs de saine émulation, de modèles exemplaires et de dévouement au travail bien fait. Ces médailles n'ont pour d'autre but que de voir irradier dans nos rangs les valeurs qui sont les leurs et qui devraient être celles de l'ensemble des soldats des forces armées de Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont propres aux armées, parce qu'elles ne peuvent être que la réponse aux efforts déployés par le président de la République, chef suprême des armées, pour hisser les armées à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire. Également, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, exhorte l'ensemble des personnels civils et militaires à maintenir le cap dans la lutte contre le terrorisme. Surtout, prêts à faire face aux futurs défis liés à la célébration de la fête nationale, la sécurisation des prochaines élections municipales et régionales, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations. Les opérations d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année 2023-2024 en Côte d'Ivoire débutent ce 25 juillet. Les parents des futurs collégiens ont jusqu'au 8 août prochain pour orienter et affecter leurs enfants à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 99 91 et en suivant les instructions. Une opération qui concerne les 454 886 candidats admis au CEPE session 2023. En politique, le RHDP section Marcory inaugure son tout nouveau siège, un moment mis à profit pour travailler à affiner les stratégies pour les prochaines élections. Frédéric Oulaï et Chantal Akanda.
Dressé sur une superficie de 1876 m², ce bâtiment estampillé aux couleurs et logo du parti RHDP est le nouveau siège de la dite formation politique de la commune de Makori. Cet édifice traduit la volonté de Laurent Tchagba, candidat RHDP, à œuvrer pour le développement de la commune. Ce siège traduit éloquemment notre ambition pour Makori. Cette commune doit retrouver son passé glorieux, son lustre d'antan, son prestige qui a fait sa fierté. Ce nouveau siège servira de cadre de rencontre, un quartier général ultramoderne, fonctionnel pour les échanges, les échéances futures. Représentant le président du directoire du RHDP, le ministre-gouverneur Robert Beugrimambé a traduit la symbolique de ce nouveau siège, caractérisé par l'amour, le partage et le développement. Allez dans tous les coins, tous les recoins, allez chercher les militants qui font dodo. Il y en a qui aiment le RHDP, mais ça dort un peu. Il faut aller les réveiller. Il y en a qui disent, moi, la politique, je ne comprends rien. Il faut leur dire, la politique de Alassane, c'est le développement. Donc, c'est facile à comprendre, le développement. Les nouveaux locaux du RHDP comprennent 12 bureaux, 2 salles d'attente, 12 salles d'eau, un préau, un parking extérieur de 10 véhicules et un espace de 500 m² pour les rencontres de masse. Pour ces élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, à Mans, dans la région du Tongpi, le directoire du RHDP a rencontré la section locale et aussi les militants de base. La préparation de la campagne électorale à l'ordre du jour. Hervé Boué. Après la présentation officielle des candidats du RHDP de la région du Tongpi pour les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, c'est l'heure de peaufiner les stratégies pour la victoire. Des membres du directoire du parti, les candidats, les responsables locaux, les élus, les cadres et l'ensemble des militants du Tongpi ont tenu une réunion à l'hôtel communal de Mans. Les échanges ont porté sur les stratégies à mettre en place pour le bon déroulement de la pré-campagne et de la campagne, l'analyse des forces et faiblesses du parti dans la région et surtout la cohésion interne. L'objectif fixé, réaliser un score de 100% dans la région et dans les 9 communes. Raison pour laquelle il faut faire table rase de tout le passé. Les petits malentendus qui ont pu, à un moment donné, apparaître dans l'esprit des uns et des autres, pour nous, sont derrière nous. Nous l'affirmons, et je le dis au nom de l'ensemble des cadres. Et que tous les courants qui ont pu naître, que justement, tous ces courants-là se jettent dans le même fleuve de l'union, de la solidarité, de l'entente et de la complicité pour former cet océan qu'est le Tongpi, l'océan de l'excellence, l'océan de la valeur, parce que le Tongpi est une valeur. Pour le Tongpi donc, un RHDP plus fort, plus uni et plus vivifié pour affronter les futures échéances électorales. Nous sommes dans la période des vacances scolaires et la deuxième édition de la colonie de vacances initiée par le Fonds de soutien au personnel de la RTI a pris fin. En présence des parents, les colons ont démontré les aptitudes développées durant cette colonie. Ils ont affiché leur satisfaction d'avoir pu participer à ces moments ludiques et didactiques. Khalil Diomandé et Jean-Marc Tchadji. Week-end festif au petit séminaire d'Aboissou. Ce moment de réjouissance marque la fin de 2 semaines de colonie de vacances organisée par le Fonds de soutien au personnel de la RTI. Sous le regard de leurs parents, les colons font montre des valeurs de vivre ensemble et de paix développées tout au long de leur séjour. Des valeurs prônées par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Ce sont ces qualités qui ont fait de lui le prix Nobel de la paix. Imitons cet exemple qui fera de nous des citoyens de paix. Cette colonie de vacances aura également permis aux tout-petits de se familiariser au processus de fabrication de savon et d'eau de javel. Une expérience qu'ils jugent fructueuse. J'ai beaucoup appris comment faire l'eau de javel, les savons,
même des pots de fleurs. J'ai bien aimé les activités en tout cas. J'ai beaucoup aimé mes amis que j'ai eus. On a fait plein d'activités, on vivait en harmonie et dans la paix. J'ai beaucoup aimé ça. Je dis merci à la RTI. Je suis contente d'être en colonie et j'espère que la 3e édition puisse se passer bien et que je puisse venir. La satisfaction des enfants est tout aussi partagée par leurs parents et la direction des ressources humaines de la RTI. Ça a été un réel plaisir de voir les enfants en attraction. Je voudrais me joindre à tout le personnel de la RTI pour dire merci au DG pour tout ce qu'il fait pour le bien-être des familles des agents de la RTI. Le fonds permet qu'on puisse retrouver tous les enfants dans un environnement sain. Il permet à ces enfants-là d'être socialisés, d'apprendre des valeurs qui permettent de les construire notre pays pour demain. Que ça puisse être pérennisé pour que les enfants puissent continuer à apprendre et à grandir dans de bonnes conditions. Cette 2e édition de Colonie de vacances a enregistré la participation de 73 enfants. Dans l'actualité internationale, Washington annonce des sanctions contre 3 hauts responsables maliens pour avoir aidé au déploiement de Wagner au Mali. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense Sadio Kamara, le général Alou Boy Diarra, patron de l'armée de l'air, et son adjoint, le colonel Adama Bakayoko. Les 3 officiels de Bamako verront leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés avec interdiction d'effectuer des transactions avec toute personne ou entreprise américaine. C'est la fin de ce journal. Retrouvez à 20h50 sur RTI 1 votre émission spéciale autour du thème « L'année de la jeunesse, 6 mois après, quel bilan pour quelle perspective ?» Face à Hamza Diaby pour répondre à ces questions, le ministre de la Jeunesse, le ministre des Sports et le ministre de l'Enseignement technique. Vous pourrez vous aussi participer en posant vos questions et préoccupations en direct. Agréable fin de soirée à tous et à demain.